Salut les joueurs! Dans cette vidéo, on va voir comment jouer à New Frontiers, qui est l'adaptation en jeu de plateau du jeu de cartes Race for the Galaxy. Un jeu de stratégie développement pour 2 à 5 joueurs, dont l'auteur est Tom Lehmann, et c'est édité chez Rio Grande Games et Gigamic. Pour information, nous allons voir pour cette présentation les règles d'initiation, et nous verrons les règles normales en fin de vidéo. Au niveau du matériel, on commence par 2 plateaux développement, dont un possède 8 emplacements et l'autre 16 emplacements. Vous placerez ces 2 plateaux au centre de la table en laissant un espace libre entre chaque. Vous aurez ensuite des tuiles développement sous forme de flèches. Il y a les développements majeurs en grand et les développements mineurs en petit. Pour cette partie d'initiation, vous n'utiliserez que les faces avec un petit carré blanc indiqué en haut à droite de chaque tuile. Vous placerez les développements majeurs sur les emplacements correspondants du plateau du haut. Pour les développements mineurs, vous ferez de même sur le plateau du bas, mais n'en mettrez qu'une certaine quantité selon le nombre de joueurs. En effet, à 2 joueurs, ne mettez qu'une seule tuile de chaque. À 3 ou 4 joueurs, mettez 2 exemplaires de chaque tuile, et à 5 joueurs, mettez les 3 exemplaires de chaque tuile. Là, nous allons faire une partie à 3 joueurs. Vous aurez ensuite cette tuile action que vous placerez entre les 2 plateaux développement, en faisant en sorte de laisser un peu de place pour pouvoir décaler ces tuiles vers le bas. La tuile ciselée planifier les objectifs doit être sur sa face ciselée. Alors, l'ordre des tuiles n'a pas d'importance, mais dans le cadre d'une première partie, il est conseillé de les mettre dans l'ordre suivant. Ciseler, développer, explorer, coloniser, produire, vendre consommer et envoyer des émissaires. Vous trouverez également des tuiles objectifs et des plateaux stock que vous remettrez dans la boîte, elles seront utilisées lors des règles normales. Ensuite, vous aurez des jetons points de victoire de valeur 1, 5 et 10. Vous formerez une réserve commune de ces points de victoire en y plaçant 12 points par joueur en jetons de 1 et 5. Mettez de côté les jetons de 10, ceux-ci serviront à la dernière manche. Les jetons restants seront remis dans la boîte. Vous aurez aussi des meeples colons accompagnés d'une petite plaque dont est indiqué sur cette dernière le nombre de colons à utiliser pour une partie selon le nombre de joueurs, soit 12 par joueur, comme pour les points de victoire. Vous placerez ces colons sur la plaque en faisant en sorte d'en laisser 4 visibles sur la ligne du haut. Les colons excédentaires seront remis dans la boîte. Il y a également de jolis cubes en plastique représentant les 4 ressources du jeu. Vous avez les nouveautés en bleu, les rares en marron, les génétiques en vert et les aliens en jaune. Vous placerez ces cubes en réserve à disponibilité des joueurs. Il y a aussi des jetons crédits de valeur 1, 5 et 10 que vous mettrez aussi en réserve. Vous trouverez également 60 tuiles rondes monde que vous mettrez dans le sac anti-tue fourmi et que vous mettrez proche de la réserve générale. Vous aurez ensuite une tuile piste ordre de jeu et des disques en bois de différentes couleurs. Une fois que chaque joueur a choisi sa couleur, placez un des disques des joueurs au hasard sur la piste d'ordre de jeu en faisant en sorte de laisser libre le premier emplacement. Alors attention! À 2 joueurs, placez d'abord le premier disque de chaque joueur, puis le second dans le même ordre. Vous aurez 8 plateaux empire que vous mélangerez et dont vous en donnerez un au hasard à chaque joueur. Vous mettrez ces plateaux sur la face marquée d'un chiffre sur fond blanc. À 3 joueurs ou plus, recouvrez votre numéro de plateau du second disque à votre couleur. À 2 joueurs, le second disque est déjà utilisé pour marquer votre deuxième action lors de chaque manche. Chaque joueur reçoit 3 crédits, sauf le dernier sur la piste ordre de jeu qui en reçoit 4. À 4 ou 5 joueurs, l'avant-dernier reçoit lui aussi 4 crédits au lieu de 3. Vous mettrez ces crédits sur l'emplacement du haut de votre plateau empire. Ensuite, chaque joueur reçoit un colon de la réserve et le place sur la colonie de départ préimprimée de son plateau empire. Si une colonie de départ est entourée d'un halo coloré, son propriétaire place immédiatement une ressource de la couleur du halo dessus. Enfin, vous aurez une plaquette aide de jeu monde que vous laisserez proche de la réserve à disponibilité des joueurs et vous serez prêt à commencer la partie. Mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans New Frontiers, la maîtrise de la technologie des sauts hyperspatiaux a permis aux colonies de la galaxie de s'étendre jusqu'aux confins de l'univers, formant un empire aussi vaste qu'infini. Vous allez développer votre puissance par la technologie, l'exploration spatiale,
la colonisation de nouveaux mondes, la production et la vente de ressources, afin de pouvoir amasser crédits et points de victoire. Une partie se déroule en 12 ou 15 manches où les joueurs vont effectuer diverses actions. La partie peut se terminer de 4 façons différentes. Lorsque cela arrive, les joueurs terminent la manche en cours, puis marquent les points de leur tuile, de leur jeton point de victoire et de leur bonus. Le joueur marquant le plus de points de victoire gagnera la partie. Alors, comment se déroule une partie de New Frontiers? Lors de chaque manche, le premier joueur choisit une tuile action et la décale vers le bas pour indiquer qu'elle a été sélectionnée. Puis il décale légèrement son disque d'un demi-cran vers la gauche, il fait ensuite l'action sélectionnée et bénéficie de son bonus. Puis les autres joueurs font cette action, sans le bonus, chacun leur tour et dans l'ordre de la piste. Par exemple, Rouge, qui est le premier joueur, choisit la tuile développée. Chaque joueur, en commençant par lui-même, peut donc acheter une tuile développement et l'ajouter à son empire. Rouge bénéficie du bonus de la tuile qui lui permet d'acheter sa tuile développement avec une réduction de moins 1 $ comme indiqué sur cette dernière. Une fois que tous les joueurs ont effectué l'action choisie, le premier joueur déplace complètement son disque sur le premier emplacement de la piste. Le joueur suivant dans l'ordre de jeu devient le joueur actif. Il choisit à son tour une tuile autre que celle jouée précédemment et répète le processus. Il décale son disque et effectue l'action choisie en bénéficiant du bonus. Puis les autres joueurs font la même action, sans le bonus, toujours dans l'ordre du jeu. Continue ainsi jusqu'à ce que chaque joueur ait choisi une action et que tous les joueurs aient joué ces actions. Il faut considérer que la piste d'ordre de jeu forme une boucle. Une fois arrivé au joueur tout à droite, on repart de la gauche. Dans une partie à 2 joueurs, continuez jusqu'à ce que chaque joueur ait choisi 2 actions. Chaque action choisie n'étant effectuée qu'une seule fois par chacun des joueurs. Alors, attention, si l'action produire n'a pas été choisie lors de cette manche, ajoutez un crédit sur cette dernière. Ensuite, redécalez toutes les actions d'un cran vers le haut pour les réinitialiser. Enfin, redécalez aussi tous les disques d'un cran vers la droite et commencez une nouvelle manche. Alors, attention, certaines tuiles actions n'offrent pas d'action mais juste un bonus. Les actions doivent être résolues dans l'ordre du jeu à partir du joueur actif, puis dans le sens de la piste d'ordre de jeu et non dans le sens horaire. L'ordre de jeu ne change pas d'une manche à l'autre, sauf si un joueur choisit une action qui le permet, comme par exemple envoyer des émissaires. Comme dit un peu avant, la partie se termine de 4 façons différentes que nous verrons plus tard dans la vidéo, mais dans l'immédiat, on va détailler chacune des tuiles actions. On commence par la tuile s'isoler. Elle n'offre aucune action, mais permet néanmoins au joueur actif de toucher un bonus de 2 crédits pris dans la réserve générale. La tuile développée permet à chaque joueur, dans l'ordre du tour, d'acheter une tuile développement en dépensant le coût en crédit indiqué dans le losange de ce développement. Comme indiqué sur la tuile action, le joueur actif bénéficie d'une réduction d'1 $ en sachant que la réduction d'1 $ ne peut pas faire descendre le coût d'un développement en dessous de 0, mais peut vous permettre d'obtenir certains développements gratuitement. Alors, attention, vous ne pouvez pas avoir 2 fois le même développement dans votre empire. Une fois que vous avez acheté un développement, placez-le dans la zone centrale de votre plateau empire. Sur une tuile développement, vous trouverez 3 informations. En haut à gauche, le nombre de points de victoire qu'elle vous rapporte. Dans le losange, son coût. Et enfin, dans le bandeau du bas, son pouvoir résumé sous forme d'icône juste au-dessus de ce bandeau. Les développements majeurs coûtent tous 9 $ et occupent 2 cases. Vous êtes libre de déplacer vos développements pour les réorganiser, mais vous ne pouvez pas occuper les cases rouges de votre plateau avant que les 10 autres cases ne soient occupées, ou bien les 9 si vous posez un développement majeur. Dès qu'une case rouge est recouverte à l'issue d'une action développée, la fin de partie se déclenche et à la fin de la manche en cours, le jeu se termine. Il est à noter que la plupart des développements offrent un pouvoir qui vient modifier les règles, c'est ce que nous verrons juste après. Et enfin, chaque développement rapporte autant de points de victoire que le chiffre inscrit dans son hexagone à la fin de la partie, et le point d'interrogation des développements majeurs indique que sa valeur en points de victoire dépend d'autres éléments, ça aussi, nous le verrons plus tard. Avant de continuer le détail des actions, on va parler des différents pouvoirs que l'on peut trouver dans le jeu. En effet, la plupart des développements et des mondes offrent un pouvoir qui vient modifier les règles. Quand un pouvoir modifie une action, le symbole de cette action apparaît sur la tuile et le nom de l'action est écrit en gras. Alors attention, un pouvoir ne peut pas être utilisé pendant l'action où sa tuile est placée. Vous devez attendre la prochaine action du type correspondant pour pouvoir le faire. Les pouvoirs doivent être utilisés chaque fois que c'est possible, sauf s'il est explicitement précisé, vous pouvez dans le texte. Les effets des pouvoirs sont cumulatifs.
Si des pouvoirs réduisent un coût en dessous de 0, le coût reste de 0 et certains pouvoirs se rapportent à des coûts imprimés avant réduction. Un pouvoir qui modifie une règle, par exemple en réduisant le coût de colonisation d'un monde, ne modifie rien de plus que ce qui est indiqué. Les autres règles restent inchangées. Certains pouvoirs ne fonctionnent que sous certaines conditions, telles que la production d'une ressource sur un monde ou la colonisation d'un monde. Si les conditions nécessaires à leur déclenchement ne sont pas réunies, ces pouvoirs ne fonctionnent pas. En revanche, si ces conditions se produisent 2 fois de suite, alors le pouvoir concerné fonctionne 2 fois de suite également. Vous verrez lors de vos parties que ce n'est pas quelque chose de négligeable et que ça vous permettra d'effectuer des combos bien sympathiques. Alors, attention, les colonies de départ préimprimées des plateaux empires sont considérées comme des colonies et sont affectées par les mêmes règles, pouvoirs et effets. On détaillera certaines de ces actions en fin de vidéo. La tuile explorée fait piocher 7 mondes dans le sac que vous placerez face grisée à la vue de tous. Dans l'ordre du jeu, en commençant par le joueur actif, chacun choisit un monde et le place parmi les mondes explorés de son empire. En effet, un monde sur sa face grisée est appelé monde exploré, tandis que sur sa face colorée, c'est une colonie. Une fois que tout le monde a choisi un monde, le joueur actif en choisit un second comme action bonus et l'ajoute à son empire, toujours face grisée. Enfin, les tuiles non choisies sont remises dans le sac. Alors, attention! Les pouvoirs d'exploration qui permettent de piocher un monde supplémentaire dans le sac, comme par exemple l'équipe de surveillance, se déclenchent après que vous avez choisi un monde, ou 2 mondes si vous êtes le joueur actif, mais avant de remettre les tuiles non choisies dans le sac. Et attention bis, vous ne pouvez pas avoir plus de 9 mondes devant vous, mondes explorés, colonies et colonies de départ comprises, à la fin d'une action explorée. Si vous en avez davantage, remettez les mondes excédentaires dans le sac en choisissant uniquement parmi vos mondes explorés, ce qui vous permettra éventuellement de jouer des mondes plus intéressants. Alors attention, tous les pouvoirs, points de victoire et propriétés d'un monde exploré restent inactifs tant qu'il n'est pas colonisé. La tuile colonisée fait gagner d'office un colon de la réserve au joueur actif comme action bonus. Ensuite, dans l'ordre du jeu, en commençant par le joueur actif, chaque joueur choisit une des 2 actions suivantes. Gagner 2 colons ou coloniser un monde exploré de son empire, le transformant ainsi en colonie. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de coloniser un monde et vous pouvez choisir de gagner 2 colons à la place, mais vous devez faire l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas passer votre tour. Les colons gagnés seront mis dans la réserve du plateau empire et seront déplacés sur les mondes à coloniser par la suite. En revanche, pour coloniser un monde exploré, vous devez avoir le nombre de colons indiqué, 1 ou 2 maxi, et suffisamment de crédit ou de puissance militaire pour le placer selon qu'il soit militaire ou non. En effet, un monde non militaire est cerclé de noir et affiche un chiffre noir plein qui représente son coût en crédit. Si ce coût est sur un fond coloré, vous saurez ainsi que ce sera un monde de production lorsqu'il sera colonisé. Par exemple, le champ de comète pourra produire une ressource rare lors de l'action produire. En revanche, un monde militaire est cerclé de rouge et affiche un chiffre blanc qui représente sa défense. La force militaire totale de votre empire doit égaler ou dépasser cette défense pour coloniser ce monde. Cette force militaire est calculée à partir de votre colonie de départ, de vos développements et de vos autres colonies. Elle est représentée sous 3 formes. Vous avez la force militaire de base avec des caractères rouges sur fond blanc comme ceci. Les vaisseaux d'assaut par exemple permettent de coloniser un monde militaire qui a une défense de 3 ou moins. Il y a également la force militaire spécialisée écrite en blanc sur fond rouge qui n'est utilisable que contre des mondes précis. Par exemple, le dépôt de l'Imperium a une force militaire de base de 2, mais qui peut être additionnée de 2 points supplémentaires si vous colonisez un monde de type rebelle, ce qui fait que vous pouvez conquérir un monde rebelle ayant une défense militaire de 4 ou moins. Et enfin, il y a la force militaire temporaire qui vous permet de dépenser une ressource pour bénéficier d'une certaine puissance militaire. Par exemple, le piège alien vous fait gagner 3 en force militaire de base si vous défaussez une ressource jaune, et ce dans n'importe quelle colonie de votre plateau empire. Alors attention, vous ne pouvez pas combiner force militaire et paiement pour coloniser un monde. Une fois que vous avez colonisé un monde, retournez-le du côté coloré en le plaçant du côté gauche de votre plateau empire et placez vos colons dessus. Si c'est un monde de trouvailles, placez-y immédiatement une ressource du type correspondant lorsque vous le colonisez. En effet, il ne faut pas confondre monde de production qui possède un fond coloré et monde de trouvailles qui possède un halo coloré. La différence se veut importante durant l'action produire, mais nous verrons ça sous peu.
Il est à noter qu'en grande majorité, les colonies offrent un pouvoir qui vient modifier les règles. Et de plus, tout comme les développements, chaque colonie rapporte autant de points de victoire que le chiffre inscrit dans son hexagone à la fin de la partie, et que le symbole point d'interrogation indique que sa valeur en points de victoire dépend d'autres éléments. Alors, attention, s'il y a moins de 5 colons en réserve à l'issue de l'action colonisée, la fin de partie se déclenche. Si toutefois cela arrive lors d'une autre phase de jeu, continuez à jouer. Et s'il n'y a pas assez de colons pour tous les joueurs pendant une action colonisée, les derniers joueurs gagnent ce qu'ils peuvent, mais ne sont jamais obligés de coloniser un monde. Grâce à la tuile Produire, toutes les colonies de production, celles avec un fond bleu, marron, vert ou jaune, vides de ressources, produisent une ressource de la couleur correspondante, en sachant qu'une colonie ne peut avoir plus d'une seule ressource et que les colonies à fond gris ne produisent jamais de ressources. En action bonus, le joueur actif choisit également une et une seule de ces colonies de trouvailles vides de ressources, s'il en possède évidemment, et produit une ressource de la couleur correspondante dessus. Alors, attention, détail important concernant l'action Produire. Si cette dernière n'a pas été choisie à la fin de chaque manche, on ajoute $1 dessus avant de redécaler les autres tuiles vers le haut. Ce ou ces dollars sera récupéré par le joueur qui activera l'action Produire lors d'une prochaine manche. Avec la tuile Vendre Consommer, le joueur actif gagne immédiatement un point de victoire de la réserve comme action bonus qu'il place à cet endroit de son plateau Empire. Cette action se divise en deux parties. Chaque joueur doit les résoudre l'une après l'autre, en commençant par le joueur actif. Premièrement, vous pouvez vendre une et une seule ressource qui regagne alors la réserve et rapporte entre 1 et 4 crédits selon son type, à savoir 1 crédit pour les bleus, 2 pour les marrons, 3 pour les verts, et enfin 4 pour les jaunes. Il est à noter qu'aucun pouvoir n'est requis pour vendre une ressource, mais que les pouvoirs de vente augmentent les crédits reçus lorsque vous vendez une ressource. Évidemment, si vous ne vendez pas de ressources, ces pouvoirs n'ont aucun effet. Ensuite, et deuxièmement, si vous avez des pouvoirs de consommation, ceux où sont indiqués consommer, et qu'il vous reste des ressources sur vos colonies suite à l'action vendre, vous devez utiliser ces pouvoirs, dans n'importe quel ordre, jusqu'à avoir épuisé tous les pouvoirs de consommation disponibles, ou jusqu'à ne plus avoir de ressources en sachant que chaque pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si vous n'avez pas de pouvoir de consommation, vous ne pouvez évidemment pas consommer de ressources. Si la réserve de jetons point de victoire est épuisée, la partie se termine à la fin de la manche en cours. Dans ce cas, prenez les jetons 10 points de victoire que vous avez mis de côté au début, et faites de la monnaie auprès de chaque joueur jusqu'à ce que chacun ait reçu ce qui lui est dû. Petit exemple. Un joueur possède la ligue commerciale et les publicitaires galactiques en développement ainsi que ses ressources disponibles. Il décide de vendre sa ressource verte qui reviendrait à 5 crédits au lieu de 3 grâce à la ligue commerciale. Ensuite, il consomme sa ressource bleue en utilisant les publicitaires galactiques, ce qui lui rapporte $1 et un point de victoire, ce qui est mieux que la vente qui ne lui aurait rapporté qu'un seul crédit. Et enfin, toujours grâce à la ligue commerciale, il consomme $3 pour gagner 2 points de victoire, ce joueur a ainsi utilisé tous ses pouvoirs de consommation. Tout comme l'action s'isoler, la tuile Envoyer des émissaires n'offre aucune action de base. Elle permet au joueur actif uniquement de gagner un point de victoire et de placer son disque sur le premier emplacement de la piste d'ordre de jeu en repoussant vers la droite tous les autres disques, ce qui lui permettra de devenir premier joueur lors de la prochaine manche et éventuellement de changer l'ordre de jeu. Alors attention, le nouvel ordre de jeu s'applique pour le reste des actions de la manche. Et à 2 joueurs, il peut arriver qu'un joueur se retrouve avec 2 disques de suite et fasse donc 2 actions de suite. Si par cette action la réserve de points de victoire est épuisée, la partie se termine à la fin de la manche en cours. La partie se termine dans les cas suivants. Un joueur a recouvert au moins une case rouge développement après avoir rempli les autres cases. Un joueur a plus de 7 colonies dont celle de départ et cette limite est représentée sur le plateau Empire grâce à cette jauge. Il reste moins de 5 colons en réserve après une action colonisée. Et enfin quand la réserve initiale de jetons point de victoire est épuisée. Dans tous les cas, finissez la manche en cours, puis passez au décompte final. Si aucun de ces cas ne se présente en fin de manche, alors effectuez le processus suivant. Si l'action Produire n'a pas été choisie à cette manche, ajoutez un crédit sur sa tuile. Ensuite, réalignez toutes les tuiles actions en les redécalant vers le haut. Et enfin, redécalez tous les disques des joueurs d'un cran vers la droite, puis recommencez une manche. Pour le décompte final, et avant de compter les points, retirez tous les mondes explorés de votre empire. Si un joueur possède la raffinerie alien du nuage de Hort, il doit décider du type de cette colonie.
vous marquez des points pour les jetons points de victoire gagnés en cours de partie. Vous pouvez utiliser les jetons 10 pour faire le change. Ensuite, vous marquez les points de victoire de vos développements mineurs et des colonies de votre empire, sans oublier celles de départ préimprimées. Et enfin, vous marquez des points pour les bonus points d'interrogation des développements majeurs et de certaines colonies. Le joueur qui a le plus de points de victoire gagne la partie. En cas d'égalité, le joueur qui a le plus de crédits et ressources dans son empire remporte l'égalité. S'il y a encore égalité, les joueurs concernés se partagent la victoire. Lorsque vous aurez effectué quelques parties d'initiation, vous pourrez ajouter les quelques points de règle suivants afin de profiter du jeu dans son entièreté. Au niveau de la mise en place, c'est la même chose que pour les parties d'initiation, à quelques exceptions près. En effet, on commence par les tuiles développement. Plutôt que de les mettre sur la face avec le petit carré blanc, tirez à pile ou face pour chaque développement majeur. Faites de même pour chaque tas de développement mineur des deux colonnes de droite. Si c'est pile, ne touchez rien. Si c'est face, retournez la tuile développement majeur ou toute la pile de tuiles développement mineur sur leur côté opposé. En ce qui concerne les tuiles action, la tuile ciselée doit être retournée sur son côté planifier les objectifs. Prenez les tuiles objectifs et stock mises de côté en initiation. Mélangez les 8 tuiles objectifs face cachée et glissez-les sous celles planifier les objectifs. Et remettez un plateau stock à chaque joueur. Et enfin, une fois que les joueurs ont un plateau empire, dans l'ordre de jeu, chacun choisit le côté de ce plateau qu'il préfère. Une manche se déroule exactement de la même manière qu'en initiation, sauf pour la tuile ciselée qui est devenue planifier les objectifs et dont on va détailler son action. La tuile planifier des objectifs n'offre aucune action pour les joueurs, mais le joueur actif gagne 3 bonus. Il gagne une place sur la piste d'ordre de jeu et 1 $. Alors attention, il ne gagne qu'une seule place. Il ne prend pas la première place comme l'action envoyer des émissaires. Ensuite, il pioche 3 objectifs et en conserve un face cachée, puis remet les autres sous le paquet, toujours face cachée, dans l'ordre de son choix. Une fois ceci fait, révélez éventuellement tout objectif précédent parmi tous les joueurs, face visible, sans révéler celle fraîchement piochée. En effet, il ne peut y avoir qu'une seule tuile face cachée en même temps. Les objectifs exploration, entrepôt, taxes vous rapportent des points en fonction des mondes, ressources ou crédits placés sur votre plateau stock à la fin de la partie. Si un de ces objectifs est visible lorsque vous faites l'action correspondante, respectivement explorer ou coloniser, produire et vendre, alors n'importe quel joueur peut placer les éléments correspondants sur son plateau stock sans en excéder le maximum indiqué. Alors attention, les éléments stockés ne peuvent être repris et vous ne pouvez placer qu'un seul monde par action explorée ou colonisée sur votre plateau stock. En cours de jeu, après qu'une tuile action a été choisie, mais avant qu'un joueur ne fasse cette action, vous pouvez choisir de révéler un objectif face cachée, et ce, afin de pouvoir stocker les éléments correspondants à cet objectif. À la fin de partie, le décompte final est identique aux règles d'initiation, mais les joueurs marquent aussi des points pour tous les objectifs. D'abord, révélez tout objectif non révélé, avant de passer au décompte. S'il y a une ligne verticale sur un objectif, comptez le nombre d'éléments différents parmi vos développements et colonies, sans tenir compte de l'ordre de représentation de la tuile objectif, et marquez les points associés à ce nombre. Par exemple, si vous disposez de 4 icônes de pouvoir différentes dans votre empire, vous marquez 2 points de victoire pour l'objectif main-d'œuvre qualifiée, quelles que soient ces icônes et leur nombre d'occurrences. Si l'objectif n'a pas de ligne verticale, comptez le nombre d'éléments requis par l'objectif, soit dans votre empire, soit sur votre plateau stock selon l'objectif, pour savoir combien de points celui-ci vous rapporte. Par exemple, si vous avez 6 colons inutilisés sur votre plateau empire en fin de partie, vous gagnez 5 points de victoire pour l'objectif conscription. Le texte sur chaque tuile est explicite, mais on va détailler certaines qui méritent des éclaircissements. On commence par les développements majeurs. L'association de libre-échange vous fait gagner 1 point pour chaque lot de 3 points de victoire présents dans votre réserve et 1 point par monde de nouveautés, que ce soit de trouvailles ou de production. La bourse galactique vous fait gagner 1, 3, 6 ou 10 points de victoire selon le nombre de colonies de couleurs différentes dans votre empire. Par exemple, si vous possédez une colonie bleue, une verte et une jaune, vous gagnez 6 points. Pour les développements mineurs, Diplomate vous permet de coloniser des mondes militaires non aliens avec vos crédits comme si c'était des mondes non militaires, mais avec un coût réduit de 1 $. Cette réduction peut être augmentée si vous avez par exemple les robots réplicateurs. En revanche, si vous utilisez ce pouvoir, vous ne pouvez pas en utiliser un autre qui vous ferait dépenser une ressource pour gagner de la force militaire.
Les ingénieurs terraformeurs vous permettent de remplacer une colonie non militaire par un autre monde du même type, lui aussi non militaire, qui coûte 0 à 3 $ plus cher. Comme indiqué sur la tuile, cela peut être un monde bleu, marron, vert ou jaune, voire gris. Alors attention, utiliser ce pouvoir n'est pas une action colonisée et ne peut pas être combiné avec un autre pouvoir de colonisation ou être utilisé sur une colonie placée grâce à cette action. Comparez la valeur imprimée des colonies en ignorant toute réduction lorsque vous utilisez ce pouvoir. Remettez la colonie que vous remplacez dans le sac à la fin de l'action colonisée, sauf évidemment s'il s'agissait de votre colonie de départ, et perdez la ressource qui s'y trouvait s'il y en avait une. Si la nouvelle colonie est un monde de trouvailles, placez une ressource dessus. On va maintenant passer au monde. La raffinerie alien du nuage d'Oort peut remplacer n'importe quelle couleur sauf le gris. Quand vous la colonisez, choisissez la ressource à mettre dessus, seulement attention, cette dernière ne peut pas être vendue. À chaque action et à la fin de la partie, choisissez la couleur de la colonie. Pour les colonies préimprimées, la colonie condamnée permet lors d'une action colonisée de recouvrir ce monde par une colonie non alien et non militaire, et ce gratuitement. En revanche, si le nouveau monde requiert davantage de colons que la colonie remplacée, alors vous devez fournir les colons manquants. Si par contre il nécessitait un colon de moins, le colon en trop regagne la réserve de colons de votre plateau Empire. En ce qui concerne les diplomates pangalactiques, il y a une erreur de traduction dans le texte par rapport aux icônes. Le texte correct est « Vous pouvez payer pour les mondes militaires non aliens avec un coût réduit de 3 $, ce qui est quand même plus intéressant. On finit avec les tuiles objectifs. Si l'objectif exploration est visible et que vous utilisez le développement robot terraformeur, vous pouvez gagner et défausser un 10e monde lors de l'action colonisée, qui peut alors être stocké. Lorsque les objectifs exploration ou entrepôt sont en jeu, les mondes ou les ressources peuvent venir à manquer. Dans le cas où une action entraîne une pénurie, résolvez l'action dans l'ordre du jeu. Ainsi, les derniers joueurs peuvent se retrouver à court de monde ou de ressources. Et enfin, la double icône de la ligue commerciale compte comme un pouvoir de consommation pour l'objectif service civique et compte comme deux icônes différentes, une de vente et une de consommation, pour l'objectif main-d'œuvre qualifiée. Et voilà pour New Frontiers. Un excellent jeu de développement au matériel superbe avec des plateaux aux formes peu communes. Ce dernier est la troisième création de Tom Lehman dans un univers spatial après le jeu de cartes Race for the Galaxy, puis le jeu de dés Roll for the Galaxy. Le gros point fort de New Frontiers, en dehors de ses règles peu nombreuses et pas trop complexes, est le fait que l'on peut jouer pendant le tour du joueur actif, ce qui est bien plus cool que d'attendre son tour et voir ses prévisions ruinées par les actions d'un autre joueur jouant avant nous. Ajoutez à cela des parties pas trop longues et vous obtenez un must-have. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt les joueurs.